Elle était connue dans tout le royaume de Hongrie sous le nom d'Erzsébet Báthory, une noble dotée d'une immense richesse, d'un prestigieux lignage et d'une grande influence. Pourtant, l'histoire ne retient pas son pouvoir aristocratique, mais ce qui s'est déroulé derrière les murs froids du château de Krześć. Comment une comtesse, née au sein de l'une des familles les plus puissantes de l'Europe centrale du XIe siècle, est-elle devenue un nom synonyme de cruauté? Née en 1960, Elisabeth Báthory appartenait à la prestigieuse famille Báthory, parentée à des rois, des cardinaux et des chefs militaires. Elle reçut une éducation poussée, parlait plusieurs langues et épousa Ferenc Nadasdy, un général décoré surnommé le Chevalier Noir de Hongrie. À la mort de Ferenc en 1504, Élisabeth prit le contrôle de vastes domaines. Mais c'est ce qui suivit qui transforma les murmures en légendes. Pendant plusieurs années, des rumeurs se répandirent au sujet de jeunes paysannes entrées à son service sans jamais réapparaître. Était-elle une meurtrière sadique ou une victime d'un complot politique visant à s'emparer de ses terres? La vérité se situe quelque part entre faits vérifiables et légendes séculaires. Mais une chose reste incontestable. Elisabeth Báthory fut jugée non pas comme une criminelle, mais comme une menace pour l'ordre de la noblesse. Et son procès devint l'un des précédents juridiques les plus glaçants de l'Europe moderne. Comment les victimes étaient attirées et piégées. Aux yeux des paysans locaux, recevoir une invitation à servir dans la maison de la comtesse Báthory semblait une opportunité rare. De jeunes filles du village, souvent âgées de 10 à 18 ans, étaient recrutées sous promesse d'un emploi comme servantes, dames de compagnie ou couturières. Certaines étaient même envoyées par leur famille, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais ce qui paraissait être une ascension sociale était, dans bien des cas, le début d'un piège. Le domaine des Báthory était strictement contrôlé. Une fois dans le château, ces jeunes filles étaient coupées du monde extérieur. Les lettres restaient sans réponse. Les visites étaient refusées et le silence devenait la norme. Des témoignages ont ensuite décrit comment les intendants, y compris des serviteurs de confiance, et même une femme du nom d'Anna Darvulia, contribuaient à cette organisation, en filtrant soigneusement les entrées et en s'assurant que peu de gens ressortaient. Bien que la noblesse fût en grande partie intouchable, les murmures se firent plus insistants à mesure que des familles s'interrogeaient sur les disparitions. L'Église commença à s'y intéresser. Dans une lettre de 1609, István Magyari, un pasteur luthérien, adressa directement une pétition au roi pour demander une enquête sur ce qu'il appelait une cruauté inhumaine. L'horreur véritable ne commençait qu'une fois les portes refermées. Rituel de bain glaçant sans échappatoire. Parmi les accusations les plus persistantes et troublantes liées à Elisabeth Báthory figurent celles concernant des bains rituels, décrits dans des témoignages ultérieurs comme étant au cœur de ces châtiments privés. Selon les archives judiciaires et les déclarations de témoins recueillies lors de l'enquête de 1911, plusieurs domestiques affirmèrent que la comtesse organisait des actes où des victimes étaient maltraitées dans des chambres carrelées et fermées, et que de l'eau chaude y était utilisée d'une manière très éloignée de tout usage hygiénique. Avec le temps, un mythe s'est formé, celui selon lequel Báthory se baignait dans le sang pour conserver sa jeunesse. Cette image a fasciné les conteurs pendant des siècles, mais aucun document contemporain du procès ou de la correspondance noble ne confirme un tel acte. En réalité, la légende du bain de sang n'est apparue que des décennies plus tard,
probablement issus de récits exagérés plutôt que de faits survenus du vivant de Báthory. Ce que révèlent, en revanche, les témoignages officiels est bien plus ancré dans la réalité et tout aussi glaçant. Des témoins décrivirent l'usage de bassins de bain et la présence de victimes ligotées pendant ce qu'ils qualifiaient de punition. Certains témoignages, donnés sous serment, affirmèrent que Báthory affichait un calme inquiétant durant ces épreuves, traitant la cruauté comme une routine. Qu'il s'agisse de rituels ou de châtiments, ce qui s'est déroulé entre ces murs de pierre a laissé derrière soi une trace de témoins, certains complices, d'autres horrifiés. Et si le mythe a éclipsé la réalité, la vérité documentée reste suffisamment troublante. Ces rituels de bain ne sont pas une légende, mais des accusations consignées dans l'une des enquêtes nobiliaires les plus notoires de l'histoire européenne. Rituel glacial, victime laissée nue dans la neige. Parmi les accusations les plus éprouvantes présentées lors de l'enquête sur Báthory figurent celles liées aux punitions par exposition durant les mois d'hiver, des actes mêlant cruauté calculée et souffrance climatique. Plusieurs témoignages affirmèrent que de jeunes domestiques avaient été livrés aux éléments, en particulier pendant les hivers rigoureux de la Hongrie, comme forme de punition ou de contrôle. Le château de Ksezt, perché dans les Petits Carpates, subissait des hivers particulièrement rudes. Selon les archives du procès, plusieurs domestiques décrivirent des scènes où des jeunes filles étaient forcées de rester dehors dans des températures glaciales, souvent dévêtues pendant de longues périodes. Dans certains récits, on déversait même des seaux d'eau froide sur elles au préalable, intensifiant ainsi la souffrance, dans ce qui était décrit comme une démonstration de pouvoir délibéré. Ces récits venaient de personnes ayant servi dans la maison, dont Ilona Jo, l'une des plus proches assistantes de Báthory. Si certains chercheurs modernes s'interrogent sur une possible exagération sous la contrainte ou par peur de représailles, la cohérence entre les différents témoignages donne du poids à ces affirmations. L'objectif, selon les accusations, était de faire souffrir sans confrontation directe, en laissant la nature elle-même devenir une arme. D'après un rapport, elle observait les punitions à distance, donnant ses ordres avec calme. Que ces incidents aient été pratiques courantes ou cas isolés, ils ont contribué à dessiner le portrait d'une noble dont la cruauté brouillait les frontières entre discipline et supplice. Témoignages du procès qui ont choqué l'Empire. Lorsque Élisabeth Báthory fut finalement arrêtée en décembre 1610, l'enquête qui s'ensuivit ébranla les fondements de l'aristocratie hongroise. Plus de 300 témoins et survivants furent convoqués au cours de l'instruction dirigée par György Thurzó, le palatin de Hongrie. Les témoignages recueillis n'étaient pas seulement nombreux, ils étaient stupéfiants par leur cohérence et leur niveau de détail. Domestiques, officiers du château et villageois décrivirent un comportement glaçant, passages à tabac, famine forcée, enfermement et châtiments infligés avec une précision terrifiante. Plusieurs témoins affirmèrent avoir découvert des carnets dans lesquels la comtesse aurait consigné les noms de ses victimes, certains évoquant un chiffre dépassant les 600, bien qu'aucun de ces journaux n'ait survécu ni été formellement authentifié. Cela reste l'un des aspects les plus débattus de l'affaire. Sous serment, des serviteurs avouèrent leur rôle dans l'exécution ou la dissimulation des punitions. Bien que nombre de ces témoignages aient probablement été influencés par la peur ou le désir d'obtenir la clémence, l'accumulation de récits concordants, désignant les victimes, les lieux et les méthodes, se révéla accablante aux yeux du tribunal.
Et pourtant, Élisabeth Báthory ne fut jamais jugée publiquement. En tant que noble, son statut la protégeait d'une condamnation ouverte. Elle fut donc placée en résidence surveillée à perpétuité, enfermée dans une pièce murée de son propre château, où elle resta jusqu'à sa mort en 1614. Ses complices furent exécutés. Mais pour Báthory, la justice fut politique, silencieuse, stratégique et dissimulée derrière la pierre. Commenté ci-dessous, Báthory était-elle un monstre isolé ou le produit d'une époque brutale et indifférente? Comme l'écrivit le Palatin György Thurzó dans sa lettre adressée au roi Mathias en janvier 1611, après son arrestation. Je l'ai prise en flagrant délit. Egregiam tamen apprehendimus. Cette déclaration brève, concise, directe et accablante résonne encore à travers les siècles.